on commence cette émission donc par cette décision de Donald Trump de se retirer des accords climatiques conclus à Paris. On va en parler avec nos deux invités. Nicolas de Sadelaire, bonsoir. Vous êtes professeur en droit de l'environnement aux universités Saint-Louis. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous, puisque finalement, c'était dans son programme, il l'avait annoncé? Oui, non seulement c'était dans le programme politique du président, mais l'équipe, et notamment l'administrateur général de Environmental Protection Agency, est un climato-sceptique avéré. Son nom est Scott Pruitt, c'est l'ancien procureur général de l'Arkansas, qui est un État qui a souvent défendu des thèses climato-sceptiques. Donc vous n'avez pas été surpris, quoi? Non, parce qu'il y a déjà, depuis des mois et des mois, un phénomène de déréglementation qui frappe notamment le secteur automobile, qui vise à supprimer les dernières règles d'efficacité énergétique dans le secteur automobile, mais toute une série de pans de la réglementation mise en place par le président Obama est tombée au cours de ces derniers mois. Ce sont des règles très techniques qui n'ont pas été sur le devant de la scène. Alors Brigitte Gouard, bonsoir. Vous êtes responsable développement durable à Oxfam Solidarité. Oxfam Solidarité qui fait partie de la plateforme justice climatique. Alors, bon ben voilà, on voit toute une série de réactions qui condamnent la décision des États-Unis. Est-ce que ça vous met un peu de baume au cœur aujourd'hui pour finalement la survie de ces accords climatiques, de cet accord climatique? Ben c'est vrai, comme l'a dit monsieur, c'était attendu. Il l'avait dit, donc on s'y attendait. Mais enfin, de là à ce qu'il ose, surtout après les déclarations de la France, de tous les autres pays qui lui rappelaient bien à l'avance, attention, ne le faites pas. Et même, il y a quelques jours d'ici, la déclaration du ministre de l'Environnement russe, on s'était dit, tiens, est-ce qu'il va oser? Ben oui, il a osé. Donc, on était préparés, c'est vrai, mais on n'en reste pas moins qu'on est tous quand même abasourdis. C'est quand même un gros risque pour l'efficacité de l'accord de Paris. Et donc, ben voilà, à l'unanimité, tous les pays, les organisations, même beaucoup d'alliances d'entreprises, c'est vraiment tout le monde qui condamne sa décision. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a entendu dans les médias Jean-Pascal Van Ypersel, le vice-président du GIEC, qui dit mais il faut relativiser puisque 85% des émissions mondiales des gaz à effet de serre ont lieu dans d'autres pays et les États-Unis c'est seulement 15%. Alors vous dites quoi par rapport à cela? Mais, la première remarque, c'est que les États-Unis rejoignent la Syrie et le Nicaragua, qui sont parmi les deux États de la planète qui n'ont pas signé ni signé ni ratifié l'accord. Second point, c'est qu'il risque d'y avoir un effet de boule de neige, non pas en termes d'abandon du processus de ratification, mais en termes d'abaissement du niveau d'ambition. Troisième point, c'est le financement du fonds mondial qui est assuré à concurrence de 100 milliards de dollars par an. Les États-Unis sont censés contribuer à concurrence de 3 milliards, ce qui est relativement fait par rapport à la contribution suédoise qui est de 560 millions de dollars. Donc vous avez peur d'un détricotage ou qu'on n'arrive pas finalement, qu'on manque de financement pour mettre l'accord en application? Si vous retirez 3 milliards par an d'une enveloppe qui est insuffisante déjà de 100 milliards par an, il faudra que d'autres États, dont l'Union européenne, se substituent aux États-Unis. Mais assurément, c'est un très mauvais signal qui est adressé aux autres États parties de cet accord. Ouais, ça montre en tout cas la fragilité de ce type d'accord. La fragilité, il n'en reste pas moins que cet accord de Paris, c'était quand même 147 pays, avec une vitesse de ratification qu'on n'avait jamais rencontrée. Donc il est robuste et il est il a été partagé par tout le monde. Vous craignez effectivement qu'il y ait un abaissement des normes au vu de ce qui s'est passé? Le risque, c'est que des pays marchant aujourd'hui sa décision en disant mais revenez, etc., en affaiblissant l'accord de Paris. Ce que M. Macron vient de dire, il ne le fera pas, il n'est pas question d'affaiblir l'accord de Paris. Donc le risque pour moi est moins là-dedans que dans un certain peut-être découragement. Mais aujourd'hui, enfin, ce qu'on entend des réactions laisse supposer que tous les pays vont aller plus loin. Et puis ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'à l'intérieur des États-Unis, 70% de la population des États-Unis était pour rester dans l'accord. Il n'y a que 15 ou 13% qui voulaient vraiment se retirer
de cet accord-là. Donc, il a fait, enfin, pour beaucoup d'observateurs, il a fait une véritable erreur politique. Vous partagez cet avis-là parce qu'il a le soutien des républicains, en tout cas au sein des États-Unis. Il faut analyser les États-Unis sous l'angle constitutionnel. C'est un régime présidentiel tout à fait distinct des démocraties d'Europe occidentale. Donc, les pouvoirs du président sont très étendus, notamment dans le cadre du processus de signature et de ratification d'un accord international. Donc, je ne suis pas vraiment surpris. Donc, il exerce ses pouvoirs présidentiels. Donc, sur un plan constitutionnel, c'est irréprochable. Mais je crois qu'il traduit très fort ce problème de passagers clandestins qu'on connaît en économie. Les coûts de la mise en œuvre de l'accord sont immédiats pour les États-Unis, tandis que les bénéfices sont plus aléatoires et vont se réaliser ailleurs. Et dès lors, c'est ce qui a conduit sans doute cette frange du Parti républicain à se retirer. Quand on analyse le discours de hier, c'est très clair qu'il pointe les avantages commerciaux que la Chine va retirer de la mise en œuvre de cet accord et les désavantages qui en résulteront pour les États-Unis. Oui, par rapport à cela. Oui, mais il n'a pas du tout pris en compte des études qui existaient déjà et dont pas mal d'organisations se sont fait les avocats, des gains que va obtenir les États-Unis sur le renouvelable, sur toutes les nouvelles propositions et des nouvelles innovations. Et même dans des États qui ont voté massivement Trump, par exemple. Donc c'est assez étonnant de voir à quel point c'est 22 sénateurs autour de lui. C'est une petite garde rapprochée qu'il a conseillé et il a vraiment pris une décision totalement déconnectée, y compris de sa propre population et des intérêts à moyen terme. La question, est-ce que vous pensez qu'au sein des États-Unis, comme dit Madame, il y a une plus grosse partie de la population qui est contre la décision en tout cas, dans le New York Times, c'était clair, ils affichaient les chiffres que vous venez d'évoquer, mais c'est à nouveau un régime présidentiel. Et donc, le président n'a pas de compte à rendre à l'ensemble des États. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un divorce très clair dans la société américaine entre des États plus progressistes et des États... Alors la question maintenant, c'est est-ce que c'est si facile de sortir de cet accord? Certains disent qu'il faudra tellement de temps qu'on aura peut-être déjà un autre président avant que ce soit effectif. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, sans doute, mais ma réponse sera nuancée. Les États-Unis devront disposer d'un délai de 3 ans pour se retirer d'un accord qui a été signé mais qui n'est pas encore ratifié. Donc la seconde étape procédurale n'a pas été franchie aux États-Unis, à la différence de la Belgique ou de l'Union européenne. Mais l'accord repose sur des contributions volontaires. Donc ce sont des engagements volontaires qui constituent la force, le fer de lance de cet accord. Et dès lors, rien n'empêche les États-Unis de ne rien soumettre à la conférence des partis et de ne même pas être présentés. Il n'y a pas de mécanisme de sanction d'un abandon des engagements pris par l'administration Obama. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant des pays signataires dans l'immédiat? On a vu là, il y a des déclarations d'intention, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous attendez? Mais donc, d'abord, finalement, il y en a qui se disent mais il a fait une telle erreur au niveau décision que peut-être ça va accélérer le fait qu'il ne restera pas président tout le temps où il était prévu. Donc ça, c'est un espoir que certains imaginent. Donc non, ce dont on se rend compte, c'est que la décision qu'il a prise, elle n'aurait de conséquences que pour lui-même, ce ne serait pas très très grave. On sait bien que le problème, c'est l'urgence climatique. C'est aujourd'hui des millions de gens qui souffrent du réchauffement climatique, qui va d'autant s'accélérer que les engagements qui sont pris ne seront pas suffisants ou trop peu ambitieux. Donc ce que l'on peut espérer, c'est plus d'ambition. Et ce qui est piquant, enfin ce qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte que ce sont les pays les plus vulnérables. Il y a 48 pays qui ont constitué un forum des pays les plus vulnérables, qui sont le plus à la pointe pour déjà passer au 100% renouvelable bien avant 2050, etc. Tous ces pays, cet accord qu'il y a maintenant, cette décision avec les discussions entre l'Union européenne et la Chine, puis aujourd'hui avec l'Union africaine, Union européenne, Union africaine. Donc là, on se rend compte que ça a peut-être renforcé leurs convictions pour aller plus loin que ce qu'ils ont mis sur la table et dont il faut rappeler que c'était insuffisant. Oui, alors certains disent aujourd'hui ça va poser un problème de crédibilité aux États-Unis, un problème d'image, un problème d'isolement. Est-ce que vous le pensez aussi? Mais beaucoup d'experts estiment que l'Union européenne a aussi un problème de crédibilité. Le niveau d'ambition de l'Union européenne a fortement diminué ces dernières années, surtout avec la nouvelle commission de M. Juncker.
Mais sur les États-Unis d'abord, pour répondre à ma question, est-ce que vous pensez que c'est une erreur, comme disait Madame, et que ça va nuire à l'image et à la crédibilité? Je crois que le point de vue de la plupart des recteurs des grandes universités américaines est clair. C'est que l'administration Trump discrédite les États-Unis en termes de recherche. Et donc c'est certain que cette stratégie de retrait masque en fait des stratégies beaucoup plus sournoises, notamment de couper l'herbe sous le pied des grandes agences, la NOAA et la NASA, qui sont les grands experts en termes de réchauffement climatique. Et donc c'est nettement plus subreptice qu'on pourrait s'imaginer. Et donc par rapport à ça, quand on dit que c'est une chance pour l'Europe de se... comme vous dites, elle a des positions plus faibles aujourd'hui, donc de se ressaisir, si je peux employer cette expression, et de réaffirmer sa volonté, c'est une opportunité, effectivement. Oui, je crois que l'Union européenne doit afficher un leadership mondial, c'est indispensable. Tous les experts spécialisés dans le droit de l'Union européenne ou la politique de l'Union européenne abondent dans ce sens. Donc je ne vois pas qui d'autre que l'Union pourrait actuellement assumer ce leadership. Oui, quand même la géopolitique, ça change, et on voit qu'il y a beaucoup de pays du Sud aujourd'hui qui sont mis en avant, qui n'étaient pas visibles et qui montrent qu'on peut y arriver. Ce qui est révélateur aujourd'hui dans tous les mails, dans tout ce qui tombe, c'est qu'on parle de plus en plus de sanctions par rapport aux États-Unis, ce qui est quand même nouveau, parce que c'était tabou avant. On n'a surtout jamais parlé de sanctions, et même le Bureau européen de l'environnement, même énormément d'ONG sont en train d'amener ça, ce sera justement ma dernière question. Vous y croyez, vous, à ces sanctions? Parce que c'est vrai qu'elles sont brandies. Maintenant, on en parle, c'est vrai qu'on entendait même le ministre belge des Affaires étrangères qui en parlait. Nous avons beaucoup de discussions dans le cadre du droit du commerce international sur la possibilité de sanctionner des États récalcitrants par rapport à des obligations. Donc les thèses se construisent, mais les juristes avancent, comme vous le savez, d'un pas de sénateur. Et donc les juristes sont extrêmement prudents. Donc c'est certain qu'il y aura sans doute sur un plan dans le chef du secteur privé des hésitations à se lancer dans des investissements aux États-Unis. Et donc ceci pourrait conduire à recentrer certains investissements, soit en Chine, en Inde ou dans l'Union européenne. Mais en tout cas, l'accord de Paris ne prévoit pas de mécanisme de sanction, à la différence du protocole de Kyoto, mais quand bien même sous le protocole de Kyoto, ce mécanisme était relativement insuffisant. Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements.